Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger de la Villa Sainte-Rose. En 2016, j'ai repris l'entreprise familiale avec mon frère, une résidence privée pour aînés qui se spécialise dans la prise en charge de résidents qui ont soit des pertes de mobilité ou des pertes cognitives. C'est avec le désir sincère de mieux supporter les familles qui, bien malgré elles, apprennent à naviguer dans l'univers de l'inaptitude et ce que j'appelle la semi-autonomie, que j'ai décidé d'aller à la rencontre de différents experts du milieu pour qu'ils puissent nous éclairer sur les différents volets de cet univers peu connu. Donc aujourd'hui, je m'entretiens avec Gabrielle Labrie, notaire, qui va nous éclairer sur l'aspect légal. Donc Gabrielle, bienvenue à la Villa Sainte-Rose. Merci Alexandre de me donner cette tribune. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Gabrielle, avant d'embarquer dans le vif du sujet, dans toutes les questions que j'ai pour toi, explique-moi donc, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le droit notarial et plus particulièrement quand tu travailles avec des personnes âgées? Donc, moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis notaire, plusieurs années que je travaille dans ce domaine-là. Donc, ma vision du droit notarial, c'est de mettre à profit mes connaissances pour protéger les gens au niveau juridique. Donc, je veux avoir une approche humaine, accueillante, bienveillante, aussi rassurante. Puis, je me rends disponible pour aider les gens à naviguer dans ce domaine qui est plutôt complexe. Ouais. Super. Écoute, je trouve ça trippant de t'entendre parce que, comme tu sais, mon objectif avec ces capsules vidéo-là, c'est de bâtir un coffre à outils pour les familles qui, encore une fois, apprennent à naviguer dans l'univers de l'inaptitude. Et pour y arriver, bien, je le fais accompagné d'experts qui partagent eux aussi cette vision-là ou qui ont également ce désir-là de supporter, d'accompagner les familles. Donc, encore une fois, merci de te prêter au jeu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Première question pour toi. Tout à l'heure, je mentionnais la semi-autonomie, l'inaptitude. J'aimerais que tu puisses nous expliquer la différence entre ces deux concepts-là, légalement parlant. Oui. Donc, l'inaptitude, c'est l'incapacité à gérer nos biens. Donc, payer nos factures, payer notre loyer. Et l'inaptitude à combler nos besoins de base, se loger, se vêtir, se nourrir. Donc, c'est une incapacité qui est décisionnelle. La semi-autonomie, c'est pas réellement un concept légal, mais on pourrait définir ça par une perte d'autonomie, donc un besoin d'aide ou d'assistance. Donc, c'est plus une perte de capacité qui est fonctionnelle. Tu parles d'inaptitude. Dis-moi, qui peut déterminer si une personne est inapte? Et deuxièmement, quelles sont les répercussions directes dans la vie des gens quand une personne est déclarée inapte? Oui. Donc, il y a l'inaptitude de fait, qui est justement lorsqu'on perd notre capacité à combler nos besoins de base et prendre soin de nos biens. Celle-là, elle peut être déterminée par la famille ou par le personnel de la santé, le personnel des services sociaux, exactement. Donc, n'importe qui peut commencer à se rendre compte qu'il y a une aptitude de fait. Il faut savoir aussi qu'un diagnostic ne veut pas dire inaptitude. Donc, si on a un diagnostic d'Alzheimer, on ne devient pas nécessairement inapte si, par exemple, on a un diagnostic tôt dans la maladie. Ce que ça a comme impact pour l'inaptitude de fait, c'est qu'il faut agir. On est présumé apte jusqu'à preuve du contraire au niveau légal. Okay. Donc, pour déclarer une personne inapte, on devra faire des procédures, aller obtenir un jugement. On va faire des évaluations médicales, des évaluations psychosociales. On va aller chercher notre jugement. L'inaptitude de fait aussi, ce qu'elle a comme effet, c'est qu'on ne pourra plus utiliser une procuration qu'on aurait pour aider quelqu'un. OK. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais il y a quand même une tonne de paperasse légale reliée à l'inaptitude. On peut penser à des mandats, on peut penser à des procurations. Pour vivre avec des familles au quotidien qui ont un proche qui est inapte ou qui est en perte d'autonomie, je réalise que c'est vraiment un des principaux enjeux. Ça fait partie des questions que les gens se posent.
Peux-tu nous éclairer sur ces différents documents-là et l'ordre dans lequel ces documents-là arrivent dans la vie des gens? Donc, bien, premièrement, la procuration et le mandat de protection, on peut les signer seulement lorsqu'on est apte. Okay. Donc, dès qu'il y a inaptitude de fait, malheureusement, on ne peut plus signer ces documents-là, il est trop tard. La procuration, elle sert à nommer un procureur qui va s'occuper de nos biens, qui va nous aider à gérer nos biens, mais on doit être encore apte pour l'utiliser. Donc, de la même façon, dès qu'il y a inaptitude de fait, on ne peut plus utiliser la procuration. Qu'elle soit générale, spécifique ou bancaire, c'est terminé. On doit alors utiliser le mandat de protection. On doit l'homologuer s'il y en a un. Le mandat de protection, il sert à nommer des personnes qui vont s'occuper de nous et de nos biens en cas d'inaptitude. On peut choisir les gens qui vont s'occuper de nous, plusieurs personnes, une personne. On a vraiment le choix. Aussi, on peut donner des pouvoirs plus larges que ce que la loi prévoit pour le mandataire. Le mandat de protection, mais il ne prend pas effet automatiquement. Dès qu'il y a une aptitude de fait, je l'ai dit plus tôt, il faut aller chercher un jugement pour pouvoir utiliser le mandat de protection. Il faut faire les évaluations. Et si on n'a pas de mandat de protection, mais il faut ouvrir une tutelle. Donc là, la notion de choix de la personne et des pouvoirs donnés à la personne qu'on nomme au mandataire n'est pas là avec l'ouverture de la tutelle. On va réunir famille et amis pour décider d'un tuteur et d'un conseil de tutelle qui vont prendre les décisions pour nous. Donc, le tuteur aura des pouvoirs que de gestion quotidienne. Il devra se référer au conseil de tutelle pour certaines de ses décisions. Donc, ça peut être plutôt limitant au niveau du tuteur. C'est pas non plus nécessairement la personne qu'on aurait voulu qui est tuteur. Ça peut être problématique dans le cas où on a des biens immobiliers. Donc, le tuteur, étant donné que la vente d'un immeuble, d'une maison n'est pas un acte de gestion quotidienne, il devra aussi obtenir d'autres autorisations. Donc, lorsqu'on est apte, on fait un mandat de protection. Sinon, on ouvre une tutelle. OK, intéressant. J'en comprends que la clé dans ces situations-là, un mot, proactivité. Les familles doivent être à l'affût, que ce soit de te contacter ou un travailleur social rapidement. J'aimerais, Gabrielle, que tu puisses nous donner un exemple. Qu'advient-il si une famille a une procuration et travaille avec ce document-là pour finalement arriver à un point où la personne n'est plus apte du tout? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui peut arriver si une famille n'a pas cette proactivité-là que de faire évoluer la documentation? Donc, lorsqu'on a une procuration, je le disais, on doit arrêter de l'utiliser. Il y a des familles, justement, comme tu le mentionnes, qui continuent à utiliser la procuration malgré l'inaptitude ou qui n'ont pas de procuration puis qui continuent à aider la personne dans ses transactions bancaires parce qu'ils ont déjà des accès. La conséquence pourrait être que si la banque, la caisse, le gouvernement se rend compte là, que la personne pour qui on agit, elle est inapte et nous donne pas les pouvoirs, on ne peut pas confirmer que c'est ce qu'elle veut, mais il pourrait bloquer les comptes. Okay. Étant donné qu'ouvrir une tutelle, homologuer un mandat, ça peut prendre plusieurs mois. Obtenir les évaluations médicales et psychosociales aussi, ça peut prendre du temps. Ça peut nous laisser dans une situation vraiment inconfortable où les comptes sont bloqués. Donc, voilà. Super. Écoute, c'est vraiment intéressant. Ça confirme la pertinence d'avoir cette discussion-là avec toi aujourd'hui. Je pense que les familles ont tout avantage à communiquer avec toi de manière proactive, le plus rapidement possible du moins. Et puis, d'ailleurs, si on veut avoir plus d'informations sur tes services, quelle serait la meilleure manière de te contacter? Donc, notre site web, c'est le meilleur endroit, boissonnotaire.ca. Il y a mes coordonnées, toutes les façons de me joindre. Il y a encore plus d'outils, d'explications, de vulgarisation. Donc, c'est vraiment l'endroit. Super. Merci. Ben écoute, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de t'être prêté au jeu. Et puis, pour ceux qui voudraient plus d'informations sur la Villa Sainte-Rose, vous pouvez nous écrire info@villasaintrose.com.